Je vais aborder ce sujet de la e-réputation à travers le concept d'agression. Agression, c'est-à-dire que l'information peut être destructrice. La différence entre la réputation traditionnelle et la e-réputation, depuis l'invention d'Internet, c'est la capacité de nuisance qui est extraordinaire. En 24 heures, une entreprise qui a été construite pendant 3 ans peut être entièrement bousillée, simplement parce qu'une information a été donnée, relayée, décuplée, et elle n'a pas pu y faire face. Alors, ça implique plusieurs choses. Euh, Premièrement, c'est que les communicants ont un travail en première position. Les avocats, moi je suis pénaliste, mon travail c'est la défense de l'entreprise, ont aujourd'hui aussi un travail là-dessus. Donc il y a une nécessaire cohérence entre stratégie marketing, stratégie de communication plutôt, de crise, et stratégie judiciaire. Et ça ne colle pas toujours, d'autant plus que les délais ne sont pas toujours adaptés. Les délais de traitement par les tribunaux ne sont pas forcément adaptés. Tu as évoqué très justement, Guillaume, la possibilité du référé. Je vais l'expliquer dans un instant, mais vous savez, le temps qu'on arrive devant le tribunal, même si on a un référé, c'est-à-dire une procédure en urgence, à Paris c'est 15 jours. En 15 jours, l'incendie a pris toute la forêt et c'est terminé. Donc il y a, enfin, ça dépend en fait. En fait, plus l'entreprise, et je vais appeler entreprise, tout ce qui est société commerciale, les hommes politiques, les personnalités publiques, les artistes, entreprises, c'est tous ceux qui ont un intérêt à gérer leur réputation sur Internet. Donc ce paramètre est dès le départ vu avec le client. Est-ce que la vidéo qui a été postée sur YouTube va avoir 10 vues, 15 vues ou 50 000 vues dans les 24 heures qui viennent? Est-ce que la pétition qui a été déposée sur change.org, site américain de pétition, va rester à 100, 200 signatures, ou est-ce qu'on va atteindre les 100, 150 000 signatures dans les jours qui viennent? Voilà, c'est ce qui détermine aussi l'action judiciaire, on part au procès ou pas. Donc il faut voir, dès lors qu'il y a une réputation à gérer, le travail de l'avocat vient s'additionner à celui du communicant. Donc en France, nous avons essentiellement dans cet environnement de l'agression par l'information, qui peut être destructrice, un cadre qui est celui, qui est pénal en fait, hein, qui est celui de la loi de 1881, une loi du 29 juillet 1881, vous voyez que c'est une très vieille loi, qui vient fixer le cadre de la gestion, disons, de la liberté d'expression. Alors on y retrouve des infractions qui ont été mentionnées, et c'est là que nous intervenons. Principalement la diffamation, qui est l'atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, qui peut être une personne physique, une personne morale, qui peut être une personne étrangère, morale étrangère. Et l'Azerbaïdjan dit d'ailleurs depuis quelques mois que même un État étranger peut être victime d'une diffamation. Nous avons un procès en ce moment en France dont je ne peux pas parler parce que soumis au secret de l'instruction. Voilà, donc toute personne peut être victime de diffamation. Alors pour l'entreprise, c'est pareil. Le problème est que, je prends l'exemple par exemple de cette fondation dont je suis le conseil. J'allais venir en Arménie il y a quelques temps, le 3 août sans doute, et le 2 août, le client m'appelle en me disant il y a une pétition qui vient être déposée et qui nous diffame, il raconte n'importe quoi. On regarde sur le site, je regarde le matin, il devait y avoir 500 signatures, et puis on reparle, on se dit qu'est-ce qu'on fait, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on peut faire, je réfléchis. L'après-midi, je repars sur le site, on en est à 2000 signatures. Voilà, donc ça prend feu très vite, il faut agir très vite. Alors il y a quelques réflexes à avoir, qui sont ceux des communicants, à savoir répondre ou pas. Est-ce qu'il faut répondre? La personne est folle. Est-ce qu'on va rentrer dans son jeu
à répondre, donc à rentrer dans son jeu, parce qu'elle va encore répondre, il va y avoir d'autres commentaires, et comme l'affaire est sensible, ça va créer un buzz qui n'aurait peut-être pas été créé si on ne répondait pas. Voilà, donc il y a cette décision à prendre, et puis il y a la décision de est-ce qu'on attaque ou on n'attaque pas. La première étape est pour l'avocat ici de faire une mise en demeure, donc de mettre en demeure la personne de retirer les propos diffamatoires, donc qu'elle sait pertinemment mensonger, mais qu'elle instrumentalise, soit parce que c'est instrumentalisé. Là, c'était une personne physique qui était déséquilibrée, donc qui était, disons, intimement convaincue d'avoir raison, mais ça peut être aussi une entreprise concurrente qui va diffamer en connaissant les conséquences, hein, mais parce qu'elle a besoin d'un laps de temps assez important dans le cadre d'une autre opération pour tuer une entreprise, au moins momentanément. Voilà, donc, et puis on a un cas politique, moi j'exerce une profession libérale, indépendante, donc je parle librement des sujets politiques en France actuellement, qui est absolument délirante. Voilà une affaire de 1998 qui concerne un parlementaire actuellement candidat au présidentiel. Une affaire de 1998 où on l'accuse, en tout cas son époux, oui, d'avoir embauché son épouse à l'époque, donc de l'avoir fait rémunérer à hauteur de 900 000, 1 million d'euros pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, voilà, l'affaire réapparaît, c'est la presse qui fait péter le dossier en disant que cette dame n'aurait jamais travaillé. Voilà. On s'étonne que 2 mois avant des élections présidentielles, une telle procédure puisse être ouverte, parce que nous avons en France un parquet national financier, c'est-à-dire un procureur national, qui s'est le même jour saisi de ce dossier. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il y a un problème de stratégie de communication, stratégie politique, et un problème de stratégie judiciaire qui est stratégie de l'avocat. Les deux doivent travailler ensemble pour trouver une solution dans un contexte d'agression inouïe. On peut, en 24 heures, une semaine, bousiller les élections présidentielles en France, grâce notamment à Internet. Voilà. Donc les méthodes de travail des communicants ont été une chose, et puis j'ai étudié un petit peu les méthodes de travail qui ont été dictées sans doute des avocats qui ont dû dire nous soulevons l'incompétence du parquet national financier pour cette affaire, ce qui n'avait aucun sens juridiquement parce qu'il n'y a pas de recours contre une saisine, une auto-saisine du parquet, on ne peut rien faire, donc juridiquement ça n'a aucun sens, mais ça avait un sens pour la défense, pour que les Français sachent que cette action n'avait... il y avait un coup monté en fait en dessous. Voilà. Voilà pour le cadre. Donc vous voyez, disons qu'à Paris on arrive, si on dépose plainte, après une mise en demeure, la personne ne fait rien pour retirer ses propos diffamatoires d'Internet, on va ouvrir une première action qui est le référé. Référé diffamation, donc c'est un juge civil, c'est un peu bizarre parce que l'infraction est pénale, on saisit sur le fondement des articles 29, 32, donc c'est une infraction pénale, mais on saisit le juge civil pour qu'il ordonne que les propos à la personne, sur notre demande, de retirer ses propos des sites internet. Alors le site internet en lui-même, qui peut être change.org, et ce qu'on appelle ensuite des sites miroirs. Parce qu'évidemment, ce qu'elle a mis, elle, sur tel site internet a été dupliqué sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres sites. Ça a pris feu, donc on va l'obliger, elle. Et c'est très compliqué parce qu'en principe, il faudrait aller chercher aussi les hébergeurs. Alors, change.org, c'est américain. On fait une première démarche, les Américains ne veulent rien savoir. Les Français sont des nains pour eux. Alors une demande d'un avocat français, c'est même pas la peine, ils répondent pas. On fait une première demande d'ailleurs au site pour expliquer que les propos sont diffamatoires, qu'ils les retirent, ils répondent même pas. On essaye plusieurs choses et finalement on arrive à saisir le juge et il faut convaincre le juge que nous avons tenté de joindre l'hébergeur, il n'a pas répondu, etc. De toute façon, c'est elle qui est responsable des propos et il faut que ce soit elle qui les retire. Voilà, donc dans les 15 jours, on a réussi à avoir une audience. À Paris, c'est 15 jours, on n'arrive pas à avoir ça dans les 3-4 jours. Entre-temps, il faut gérer. Alors, dans l'affaire dont je vous parlais, c'était au mois d'août, c'est pour ça que je vais vous donner la date. Heureusement, ça devait être le 3 août.
que l'affaire a explosé. Le 4 août, je venais en Arménie, donc j'ai dû travailler ici. Mais mois d'août, c'était intéressant parce que c'était les vacances. Si l'affaire avait explosé en septembre, voilà, on aurait travaillé autrement. Voilà. Ce qui fait que les signatures, pour une société comme une fondation comme celle que je défends, 3-4 000 signatures, c'était pas très grave. Voilà. C'était pas très grave. Si on avait été en septembre, 50, 100 000, 200 000 signatures, ça aurait été terrible. Voilà. On arrive à l'audience 15 jours plus tard, et la presse est présente, il faut aussi gérer la presse. Et c'est là que je voudrais vous dire l'importance de la présence de l'avocat dans ce problème qui est la irréputation. C'est la présomption d'innocence. Nous n'avons pas les moyens de gérer la présomption d'innocence. Voilà. Il faut attendre le procès. Entre-temps, il y a une espèce de présomption de culpabilité qui est instaurée, une suspicion, et ça, juridiquement, c'est très, très problématique. C'est là qu'on intervient pour dire « taisez-vous, taisez-vous ». C'est le tribunal qui va juger, mais entre-temps, l'opinion populaire a dit ce qu'elle veut, et pire que cela, les journalistes ont dit ce qu'ils voulaient. Pendant 15 jours, les journalistes et des grands journaux ont raconté une histoire qui n'était pas la réalité. J'ai attendu. Le jour du délibéré, lorsque j'ai eu la décision, j'ai fait condamner cette personne pour diffamation. Elle a été condamnée à retirer les propos. J'ai immédiatement contacté le Figaro, pour ne pas le citer, pour un droit de réponse. Le Figaro ne m'a même pas répondu. Voilà. Ils n'ont pas rectifié, ils n'ont pas répondu, ils s'en foutent parce que voilà, c'était à moi, à ce moment-là, de faire un procès au Figaro parce qu'il refusait le droit de réponse. Ça, c'est une infraction pénale aussi. Donc vous voyez, théoriquement, ça existe, ces infractions. Figaro, vous refusez mon droit de réponse, je vais vous renvoyer en correctionnel pour refus d'insertion du droit de réponse. Et bien, stratégiquement, la direction de Figaro, qui est un très très grand journal, ils disent, ils n'ont qu'à le faire. Et évidemment, quand j'en parle aux clients, ils disent, non, on ne va pas s'en prendre en Figaro. Voilà, donc tout est stratégique, la théorie juridique ne suffit pas. Il y a un autre point, c'est que devant le juge des référés, il faut impérativement obtenir une condamnation, évidemment, mais aussi une astreinte. C'est-à-dire que le juge dise à la personne, je vais vous fixer 100 € par jour à verser, par exemple, 100 €, ça peut être 50 €, 1000 €, j'entends la traduction en même temps, là, donc 100 €, 50 €, ce que vous voulez, 1000 €, jusqu'à ce que vous retiriez les propos du site. Dans ce cas de figure, le juge s'était allé à penser que ce n'était pas important de fixer une astreinte, donc il avait refusé cette demande-là, et ben résultat, la personne est ressortie avec une condamnation, mais rien. C'est-à-dire, on lui dit, tu vas retirer les propos diffamatoires, elle ne l'a pas fait. Point. Et ben j'ai été obligé, étape d'après, de saisir le doyen des juges d'instruction, cette fois-ci d'une plainte pénale en diffamation. Et demain, j'ai l'une des audiences devant le tribunal correctionnel pour cette ancienne affaire qui date de 2015. Donc je dois rentrer demain matin à 13 h l'audience. Vous voyez le temps de traitement, 2015, on est en 2017, référé, plainte devant le doyen, désignation d'un juge d'instruction, mise en examen, renvoi devant le tribunal correctionnel. Et une fois qu'on est devant le tribunal correctionnel dans ces affaires qui sont traitées par une chambre spécialisée qui s'appelle la 17e chambre à Paris, c'est la chambre de la presse, on a des délais de 1 an avant que ce soit traité. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire pendant 1 an? Eh bien, il faut gérer. Et donc l'avocat commence à écrire. Avant, vous savez, nous avons des règles déontologiques. Je parle de cette affaire, je n'ai pas donné le nom, je crois, mais c'est pas très grave parce qu'elle a déjà été citée par la presse. Sinon, comme n'importe quel avocat, je crois, hein, en Arménie, je ne sais plus très bien, mais le secret professionnel m'oblige à ne pas évoquer le nom des clients, encore moins à évoquer le nom le contenu des affaires. Donc il y a un déséquilibre dans la gestion de l'information. On subit une attaque
quelle est l'information qui, hors du procès, nous pouvons donner aux médias ou sur Internet. Alors, moi, je commence à faire des communiqués de presse. C'est un peu tendu, c'est un peu, comment dire, borderline, mais j'estime qu'il n'y a rien au-dessus de la défense pénale. Aucun principe déontologique ne peut me l'interdire. Donc, ça fait partie des risques à courir. Je ne sais pas si j'ai trop parlé. Je voulais dire aussi une dernière chose sur ces délits de presse, qui sont ceux de la liberté d'expression, la loi de 1881. Il y a un phénomène qui est particulier, qui est un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que le principe est celui de la présomption de mauvaise foi. Lorsque, si demain vous avez écrit un article ou vous avez fait une déclaration publique, quelqu'un vous renvoie, porte plainte contre vous, vous allez être présumé de mauvaise foi. Donc vous allez être automatiquement mis en examen. Le terme mis en examen, j'espère que vous avez la bonne traduction. Mis en examen, c'est important parce que mis en examen veut dire que la personne a été entendue par un juge d'instruction, qu'il y a des charges qui pèsent contre elle. Des charges qui pèsent contre elle. Elle est présumée innocente jusqu'au procès final, mais d'ici là, en réalité, en France, lorsqu'une personne politique, par exemple, est mise en examen, sa carrière est très largement violentée. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois que ce candidat à l'élection présidentielle va être mis en examen, ce qui annonce peut-être, je ne sais pas comment ils vont gérer, la fin de sa candidature, ce qui est une atteinte à beaucoup de principes démocratiques qui, en tant que pénaliste, ce n'est pas pour le défendre lui, me gêne et gêne beaucoup de monde en France actuellement. Voilà. Alors, en principe, pour n'importe quelle infraction, escroquerie, vol, etc., on est présumé innocent. Eh bien, en matière de diffamation, on est présumé de mauvaise foi. C'est un principe renversé, très spécial, qui a été accepté parce que les règles en matière de procès de presse sont très, très encadrées. Il y a une prescription courte. Par exemple, si le propos a été prononcé, publié aujourd'hui, on a 3 mois pour agir. 3 mois plus un jour, c'est foutu. On ne peut plus porter plainte. 3 mois. Donc, courte prescription. Ce n'est pas 3 ans, 6 ans, 10 ans. C'est 3 mois. Courte prescription. Voilà. Donc, et puis, il y a un certain formalisme en matière de procès de presse qui explique qu'on a accepté exceptionnellement de coller une présomption de mauvaise foi sur la personne. Mais je crois